Je m'appelle Claire Moreau. J'ai 62 ans. Mon histoire commence vraiment le jour où elle s'est arrêtée. C'était en 2015. Mon mari, Jean, est mort ce jour-là sur une route détrempée entre Bordeaux et Lyon. Une collision frontale. On m'a dit qu'il est mort sur le coup, que c'était instantané. Mais rien n'a jamais été instantané pour moi. Sa mort, je la vis encore, tous les jours, lentement, comme une pluie fine qui ne cesse jamais vraiment. Nous étions mariés depuis 38 ans, 38 hivers passés à chercher ses chaussettes, 38 étés à nous disputer pour savoir si la clim était vraiment nécessaire, 38 ans à partager le silence d'un petit déjeuner et les soupirs d'un lit partagé. Il n'était pas parfait, moi non plus. Mais il était à moi et j'étais à lui. Il n'y avait rien de spectaculaire dans notre amour, sauf peut-être sa constance. Et c'est cela, je crois, qui me manque le plus. Après sa mort, j'ai vécu comme un fantôme dans notre maison à Vénissieux. La première année, je n'ai pas bougé ses affaires. Sa brosse à dents était toujours là, dans le pot bleu. Ses vestes pendaient encore dans l'entrée. Je laissais même son téléphone chargé, au cas où quoi. Il n'y avait pas d'au cas où, mais je n'étais pas prête à le ranger, pas prête à l'oublier. Il faut beaucoup de courage pour accepter que quelqu'un ne reviendra jamais. Je ne parlais plus à grand monde, je refusais les invitations, les appels. Mon neveu m'a dit un jour, Tati, il faut que tu tournes la page. Mais comment tourner une page quand c'est tout le livre qui s'est envolé? Les gens veulent que le deuil soit discret, propre, emballé en 6 mois. Moi, je vivais avec les miettes. Je m'accrochais à des détails absurdes, l'odeur de sa vieille écharpe, les traces de pas dans le grenier qu'il n'a jamais terminé d'isoler. Les journées s'enchaînaient sans réelle distinction. Je me levais, buvais mon café, lisais quelques lignes d'un vieux roman et puis j'allais m'asseoir à la fenêtre. C'était là, devant ce vieux fauteuil en osier, que je parlais à Jean. En silence, avec les yeux, je lui disais « Regarde, les voisins ont changé leur portail » ou « Tu te souviens de la chanson qui passait quand on s'est rencontrés à Avignon ?» C'était ridicule, mais cela me tenait debout. En 2017, j'ai commencé à peindre. Rien de très ambitieux, des natures mortes, des paysages simples, mais ça m'aidait. Chaque coup de pinceau était une respiration. Je ne cherchais pas à créer quelque chose de beau, mais plutôt à sortir ce que j'avais en moi. La douleur a des couleurs. Vous savez, le manque aussi. Jean me parlait encore, dans mes rêves. Parfois, je me réveillais en sursaut, persuadée d'avoir entendu sa voix. Un matin, j'ai trouvé une de ses chemises sur le dossier d'une chaise. J'étais sûre de l'avoir rangée. J'ai pensé que je perdais la tête. J'ai fini par consulter un médecin qui m'a dit que ce genre d'hallucination était normal dans le deuil prolongé. Normal, non. Rien de tout cela n'était normal. Ce qu'il était encore moins, c'était ce rêve étrange que j'ai fait le 3 mai 2024. Jean était là, dans un couloir blanc, habillé différemment. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué. Il me regardait fixement sans parler. Puis, il a tendu la main, comme pour me donner quelque chose. Quand j'ai voulu attraper l'objet, il a disparu. Je me suis réveillée avec une sensation étrange, comme si quelque chose m'échappait, comme si quelque chose approchait. 2 jours plus tard, je devais aller à la gare de Lyon-Part-Dieu pour prendre un train vers Marseille. Une exposition de peinture à voir. Une tentative pour me reconnecter au monde. Je m'étais maquillée un peu, mis ma vieille robe noire que Jean aimait tant. Dans la foule, je me sentais vide. Les gens parlaient fort, riaient, couraient. Moi, je flottais. Et puis c'est arrivé. Juste là, devant la porte B4, un homme d'une 60aine d'années s'est effondré. Net, personne ne bougeait. Tout le monde reculait, paniqué. Je me suis approchée, je n'ai même pas réfléchi. Il respirait encore, mais faiblement. Un agent de sécurité est arrivé et m'a demandé si je connaissais cet homme. J'ai dit non, mais je voulais l'aider. Il m'a tendu le portefeuille de l'homme pour que je cherche une pièce d'identité pendant qu'on appelait une ambulance. Je l'ai ouvert, et là, mon cœur a cessé de battre pendant une fraction d'éternité. À l'intérieur, il y avait une photo, une vieille photo, jaunie, mais intacte, plastifiée. C'était une photo de mariage, la mienne et celle de Jean. Le cliché exact que nous avions fait encadrer et accrocher au salon, la même lumière, les mêmes regards. Et ce détail, la bague mal tournée sur mon doigt,
un détail que seuls nous deux connaissions. Je suis restée figée, le sang battait dans mes tempes, impossible, incompréhensible. J'ai regardé l'homme à terre. Il avait les cheveux gris, une barbe naissante, des rides profondes, mais quelque chose dans la mâchoire, dans le front, quelque chose de familier. Jean ai-je murmuré, à peine audible. L'ambulance est arrivée, ils l'ont emporté. J'ai suivi sans réfléchir, avec le portefeuille toujours en main, incapable de parler, incapable de croire ce que je venais de voir. Jean, mort depuis 9 ans. Et pourtant, cette photo, dans le portefeuille d'un inconnu, et dans ses yeux, quelque chose me disait que ce cauchemar, ou ce miracle, ne faisait que commencer. L'hôpital Édouard Herriot était glacial ce jour-là. Même pour un mois de mai, l'air sentait le désinfectant et la lassitude. J'attendais dans le couloir depuis 1 heure. Une infirmière était sortie quelques minutes plus tôt pour m'annoncer qu'il avait repris connaissance, qu'il semblait confus, mais calme. Elle m'avait regardé comme on regarde une femme au bord d'une révélation dangereuse. J'avais toujours le portefeuille entre les mains et la photo. Cette photo-là, je ne l'avais jamais donnée à personne. J'avais envie de fuir, de croire à une coïncidence folle, à un vol, à une erreur d'impression. Mais tout me ramenait à cette nuit étrange du 3 mai, au rêve de Jean tendant un objet invisible. Et maintenant, cet inconnu, écroulé devant moi, portait dans son portefeuille une preuve intime. Indiscutable, il savait qui j'étais. Une autre infirmière m'a conduite dans la chambre. L'homme était assis, dos droit, les yeux fixés sur la fenêtre. Lorsqu'il s'est tourné vers moi, je me suis figée. « Bonjour » ai-je dit d'une voix tremblante. « Vous allez bien ?» Il a penché la tête, son regard s'est posé sur moi, intense. Puis, d'une voix presque rauque, il a dit « Claire, mon cœur s'est arrêté. » Il n'avait pas dit « Madame », ni « Excusez-moi », ni « Qui êtes-vous » Il avait dit « Claire », mon prénom, comme Jean le disait, avec ce souffle à peine audible sur la fin, et ce regard, ce fichu regard qui me connaissait trop bien. « Vous me connaissez ?» ai-je balbutié. Il s'est frotté le front, comme un homme qui revient de très loin. Je ne sais pas. J'ai vu votre visage dans mes rêves. Depuis des années. Je ne sais pas qui je suis vraiment. On m'a appelé Paul Garnier, mais ce nom ne me dit rien. Rien ne me dit rien, sauf vous. Je suis restée figée, incapable de parler. Il me regardait comme un homme perdu qui retrouve un rivage. Et moi, je tremblais d'un vertige que je ne comprenais pas encore. « Où avez-vous eu cette photo ?» ai-je demandé. En posant le cliché sur la table, il l'a regardé longuement. Puis, tout doucement, il a murmuré. C'est le jour où nous nous sommes dit oui. Je ne respirais plus. Où étions-nous ce jour-là ai-je demandé, comme pour le tester. Il a plissé les yeux, cherché loin dans une mémoire voilée. Un petit village, Saint-Saturnin-les-Aptes. Il faisait très chaud, ta robe collait à tes bras et le maire avait perdu son alliance. Je me suis assise. J'avais envie de hurler. Il n'y avait que Jean et moi qui savions pour ce maire maladroit. Ce n'était dans aucune photo, aucun récit public. Mon monde s'écroulait et renaissait dans le même instant. « Vous êtes Jean » ai-je chuchoté. Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas, mais je crois que je vous ai aimé, autrefois. » Il n'y avait plus d'air dans la pièce. Les jours qui ont suivi ont été irréels. Je lui ai rendu visite tous les jours. Il disait s'appeler Paul, mais ce nom le dérangeait. Il ne se souvenait de rien avant 2015, selon l'administration de la clinique privée de Marseille où il avait été retrouvé. Il avait été admis comme victime d'un accident de la route sans pièce d'identité. Il l'avait appelé Paul Garnier sur la base d'un ancien dossier administratif retrouvé dans une base erronée. Pas de famille déclarée, pas de suivi, on l'avait oublié. Mais lui, pendant ces 9 années, il avait gardé la photo, toujours avec lui, comme une encre, comme un écho. Je lui ai montré d'autres photos, de notre maison, de notre chat, de mon tableau préféré. Il reconnaissait certaines choses, pas tout, mais il souriait, il riait parfois, et quand il riait, il avait ce petit geste de main, celui que Jean faisait toujours quand il se retenait de pleurer. Une nuit, je suis rentrée chez moi et j'ai vidé un carton que je n'avais pas ouvert depuis 2015. À l'intérieur, une brosse à cheveux, un vieux cahier de notes, un ticket de cinéma plié en deux, et au fond,
une mèche de cheveux de Jean, conservée dans un sachet plastique. Le lendemain, sans lui dire, je suis allée à la clinique de génétique du quartier Grange-Blanche. J'ai demandé un test ADN. J'ai dit que c'était pour résoudre un vieux doute. On m'a dit d'attendre quelques jours. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel que j'ai 9% de correspondance génétique. L'homme à l'hôpital était bien Jean Moreau, mon mari, mort officiellement depuis 9 ans. Je suis retournée le voir. Je me suis assise près de lui et j'ai murmuré « Jean, tu es revenu !» Il m'a regardé longuement, les yeux remplis d'une lumière douce. Alors, je ne suis pas fou. « Non, chérie, tu étais juste trop loin, mais maintenant, tu es là !» Il a pris ma main longtemps, sans rien dire, et j'ai su que même si ses souvenirs ne revenaient pas tous, l'essentiel était encore là, nous deux. L'évidence. Les jours suivants se sont écoulés dans une brume douce et déstabilisante. Chaque matin, je me réveillais en me demandant si tout cela était réel. Puis, je regardais mon téléphone, voyais les messages de l'hôpital, et je savais Jean était là, ou du moins, une version de lui. Vivant, palpable, mais si différent, comme un miroir fêlé où je pouvais encore apercevoir un visage familier, sans jamais en distinguer tous les traits. Il est resté hospitalisé encore 2 semaines. Les médecins parlèrent de traumatisme neurologique profond, de dissociation de l'identité, de mémoire reconstruite artificiellement. Des termes compliqués pour expliquer ce qu'aucune science n'aurait pu prévoir un homme officiellement mort depuis 9 ans, revenu dans le monde des vivants sans aucun souvenir précis, sauf de moi. Je passais mes journées avec lui. On marchait dans le jardin de l'hôpital. On regardait les canards. On parlait de tout, sauf du passé. Quand je mentionnais notre ancienne maison, il écoutait attentivement. Quand je lui parlais de sa vieille voiture, la Citroën bleue qu'il refusait de vendre. Il fronçait les sourcils comme un homme qui cherche dans un couloir sombre une porte qu'il a déjà franchie, mais dont il ne trouve plus la poignée. Un jour, je lui ai proposé doucement « Tu veux rentrer à la maison ?» Il a souri, puis hésité. « La tienne. » »« Non, la nôtre. » Le retour à la maison fut bouleversant. Il a marché lentement dans l'allée, s'est arrêté devant le vieux figuier, il l'a caressé du bout des doigts, comme s'il retrouvait un vieil ami. Quand on est entré, il s'est arrêté net dans l'entrée, fixant un vieux tableau accroché au mur. C'était moi, peinte par lui, en 1992. Il n'a rien dit, juste un soupir. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais ce visage me manque. Je n'ai rien répondu. Je n'en avais pas la force, j'ai simplement serré sa main. Les semaines qui ont suivi furent une danse étrange entre espoir et douleur. Il reconnaissait certaines pièces de la maison. Il savait où se trouvait le tiroir des torchons. Mais ne se souvenait pas de notre chambre. Il ne se souvenait pas de notre chanson. Il ne se souvenait pas de la fois où on s'était endormi sous la pluie dans une tente trouée, riant comme 2 enfants. Et pourtant, la nuit, il se tournait vers moi, posait sa main sur la mienne et me chuchotait des choses que seul Jean aurait pu dire. Des mots simples, tendres, des phrases d'un autre temps. Un soir, alors que je préparais un gratin, son plat préféré, il est venu dans la cuisine et a dit « Ce plat, je le détestais avant. Non. » J'ai éclaté de rire. « Non, tu l'adorais. Tu faisais semblant de râler parce que tu disais que ça te faisait grossir, mais tu reprenais toujours 2 fois. » Il a souri, puis m'a dit « Peut-être que j'étais plus heureux que je ne le croyais, mais toute lumière attire son ombre. » Un jour, en ouvrant le courrier, j'ai vu une lettre de l'administration, notification de décès, Jean Moreau, acte officiel en date du 15 octobre 2015. Officiellement, il était toujours mort. Sa maison, ses comptes, son identité, tout avait été déclaré clos. Je devais maintenant prouver qu'il était vivant, et pas un imposteur. Ce fut le début d'un cauchemar bureaucratique. J'ai contacté un avocat. Il a écarquillé les yeux en lisant le dossier médical, les tests ADN, les documents de la clinique de Marseille. « Vous vous rendez compte, Madame Moreau, que légalement, vous êtes une veuve, en couple avec un mort ?» Cette phrase m'a glacée, mais ce n'était que le début. Les autorités ont demandé une audition judiciaire. Jean, ou Paul, comme il apparaissait encore dans leur système, devait passer des examens psychologiques. On l'a interrogé comme un suspect, comme un faussaire. Il est revenu ce soir-là, épuisé. Il me regardait comme si j'étais un criminel.
m'a-t-il dit. J'ai vu le doute dans leurs yeux. J'ai vu qu'ils ne voyaient pas Jean. Ils voyaient un problème administratif. Je lui ai pris les mains. Moi, je te vois, même si tu ne te souviens pas de tout. Même si tu es différent, tu es là. Et c'est tout ce qui compte. Il a hoché la tête, puis il a dit une phrase qui m'a brisée. Mais est-ce que, toi, tu es encore la Claire d'avant? Je n'ai pas su quoi répondre. Parce qu'il avait raison. Je n'étais plus la Claire d'avant. La Claire d'avant avait enterré son mari, avait pleuré chaque nuit pendant 2 ans. La Claire d'avant avait peint des tableaux tristes, parlé au mur et appris à vivre seule avec ses silences. Et voilà qu'un miracle me le rendait. Mais pas tout à fait, pas comme avant. Juste assez pour espérer, pas assez pour revivre exactement. Ce soir-là, dans le silence de notre salon, avec les volets à moitié clos et le vieux chat endormi entre nous, j'ai compris nous devrions réapprendre à aimer, pas comme autrefois, mais comme 2 étrangers qui se retrouvent au bout d'un long hiver. Ce matin-là, je me suis réveillée en sursaut. Jean n'était pas dans le lit. J'ai paniqué. Je me suis précipitée dans la cuisine, puis dans le salon. Rien. J'ai traversé le couloir pieds nus, le cœur battant, et c'est là que je l'ai vu, assis par terre, dans notre grenier, entouré de cartons. Il tenait une vieille veste dans ses mains, une veste en laine que je lui avais offerte pour Noël en 1999. Il la caressait comme un objet sacré. « Je ne me souvenais pas de cette pièce », a-t-il murmuré. Je me suis approchée, lentement. Il m'a regardée avec des yeux fatigués. « J'ai fait un rêve cette nuit. On était ici, ensemble. Tu dansais, et je pleurais. » Je me suis assise à côté de lui. « Tu pleurais, pourquoi ai-je demandé ?»« Parce que je ne savais plus pourquoi on s'aimait. » Il y avait dans cette phrase une cruauté involontaire, comme une lame douce. Ce n'était pas sa faute, ce n'était pas mon choix. Mais entendre cela de l'homme que j'avais aimé pendant plus de la moitié de ma vie m'a brisé un peu plus. Et pourtant, je ne pouvais pas lui en vouloir. Il vivait un déchirement constant, celui d'être quelqu'un sans histoire. Ou plutôt, avec une histoire à laquelle il n'avait plus accès. Dans les jours qui ont suivi, tout a semblé basculer. Jean devenait nerveux, agité. Il commençait à se méfier de moi. Il posait des questions étranges. « Comment sais-tu tout ça sur moi ? Pourquoi est-ce que je te croirais et si tu me manipulais ?» Ces mots, crachés comme des défenses de survie, venaient d'un endroit que je ne reconnaissais pas. Il ne voulait pas me blesser, mais il se noyait dans un océan d'incertitude. Et moi, j'étais son radeau, instable, fragile, trop ancré dans un passé qu'il ne reconnaissait plus. Un soir, il a quitté la maison sans prévenir. Je l'ai cherché partout. J'ai appelé les hôpitaux, la police. J'ai parcouru les rues de Lyon comme une folle. Il était introuvable. 3 jours sans nouvelles, 3 nuits sans sommeil. Puis un appel, numéro inconnu, Madame Moreau. Ici le poste de police du 3e arrondissement. Nous avons un monsieur qui prétend être votre mari, mais il n'a pas de papier. Il était sur un banc public, en train de pleurer. J'ai raccroché et j'ai foncé. Je l'ai retrouvé, les yeux rouges, la barbe mal rasée, le regard vide. Il m'a regardé et m'a dit « Je suis désolée. J'ai cru que si je partais, mes souvenirs reviendraient. » Je lui ai pris les mains. « Ce n'est pas en fuyant que tu trouveras qui tu es. Jean, c'est en restant, en te regardant dans un miroir, même s'il est brisé. » Il a pleuré, et moi aussi. Ce soir-là, de retour à la maison, il m'a demandé quelque chose qu'il n'avait jamais demandé depuis son retour. « Raconte-moi tout, depuis le début. Comment on s'est rencontrés? Comment on a vécu? Même les disputes. Je veux tout entendre. » Alors j'ai parlé, pendant des heures, jusqu'au petit matin, de notre premier baiser sous la pluie, de cette fois où il avait raté le dîner de mes parents, de la mort de notre chat, de ce dimanche où il avait repeint le salon, sans me prévenir. Il riait, il pleurait, il posait des questions, il répétait parfois, mais surtout, il écoutait. Et moi, je parlais comme si je récitais une prière pour ramener à la vie l'homme que j'avais aimé. Mais les miracles sont fragiles. Le lendemain, en se regardant dans la glace, il a dit « Ce que tu m'as raconté, je le crois, mais je ne le sens pas. C'est comme si tu parlais d'un frère disparu, ou d'un jumeau dont j'aurais hérité la douleur. Je me suis tue. » Il avait raison. Il n'était plus Jean, pas totalement. Il était devenu quelqu'un d'autre, une version reconstruite, imparfaite, un homme neuf, né d'un oubli. Et moi,
J'étais à la fois veuve et épouse. Ce jour-là, j'ai pris une décision difficile. Je suis allée au tribunal. J'ai entamé une procédure exceptionnelle, la réhabilitation d'identité post-déclarée décédée, un cauchemar administratif. Mais je devais lui rendre son nom, même s'il ne le reconnaissait pas encore. Pendant ce temps, Jean, ou Paul, selon les papiers, a commencé un journal. Il écrivait ce qu'il ressentait chaque jour, ses doutes, ses peurs, ses bribes de souvenirs. Et parfois, des lignes entières sur moi. Un jour, il m'a tendu son carnet. Sur la première page, il avait écrit « Je ne sais pas qui j'étais, mais je sais qui je suis aujourd'hui, un homme qui ne veut pas te perdre. » C'était peut-être ça, la vérité. Il n'était pas revenu pour redevenir Jean. Il était revenu pour devenir lui, ici, maintenant, et m'offrir, à moi, une chance de retomber amoureuse d'un homme nouveau, qui m'aimait sans souvenir, mais avec le cœur nu. C'était étrange. Au fond, toute ma vie, j'avais cru qu'un amour durable était fait de mémoire les dates, les anniversaires, les mots-clés qu'on se chuchote à voix basse. Et voilà qu'on m'obligeait à aimer un homme qui ne se souvenait de rien, et qui pourtant me regardait avec des yeux qui disaient « Je te choisis, maintenant ». Malgré tout ce que je ne sais pas, Jean, ou Paul, comme certains continuaient à l'appeler, avait changé. Il n'était plus l'homme aux certitudes calmes. Il doutait de tout. Il s'inquiétait pour de petites choses, la lumière dans l'escalier, le bruit de la chaudière, les noms qu'il n'arrivait pas à retenir. Mais au cœur de ce chaos, il y avait une chose constante, son désir d'être là, avec moi, chaque jour. Et le journal qu'il avait commencé était devenu un refuge. Tous les soirs, il m'invitait à le lire, parfois à voix haute, parfois en silence, assise à ses côtés. Il y écrivait des choses simples, presque enfantines. Aujourd'hui, j'ai regardé Claire peindre. Sa main tremblait un peu, mais ses yeux brillaient. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette lumière quelque part, peut-être en moi. Ou encore, je ne me souviens pas du passé, mais quand Claire me sourit, j'ai envie d'être un homme dont elle pourrait tomber amoureuse. Encore. Un jour, je lui ai proposé de revenir à Saint-Saturnin-les-Saptes, là où nous nous étions mariés, là où tout avait commencé. Il a accepté sans hésiter. La route était longue, mais silencieuse, douce. Dans la voiture, il regardait le paysage défiler comme un enfant qui découvre le monde. Il avait le front collé à la vitre, il souriait. Quand nous sommes arrivés devant la petite mairie, il a eu un choc. Il s'est arrêté net. Il a cligné des yeux plusieurs fois, puis s'est avancé vers le banc de pierre devant l'entrée. J'ai rêvé de cet endroit, m'a-t-il dit, plusieurs fois, toujours au crépuscule. Nous sommes restés là longtemps, à regarder les volets fermés, à écouter le silence. Le temps semblait suspendu, et dans ce vide, quelque chose en lui s'est ouvert. Il a pris ma main, l'a posée sur son cœur et a murmuré « Même si je ne me souviens pas de l'avoir fait, je crois que j'ai dû te demander en mariage ici. » Je n'ai pas répondu, j'ai simplement pleuré, en silence. De retour à la maison, une surprise nous attendait. Un courrier recommandé, le tribunal avait accepté la demande de réhabilitation. Jean Moreau était officiellement vivant. De nouveau, j'ai regardé les papiers, le tampon humide, les signatures, la mention réintégration administrative validée, et pour la première fois depuis 9 ans, j'ai senti le poids du deuil se soulever. Mais Jean, lui, était bouleversé. Ce nom, Jean, est-ce que je dois devenir lui? Est-ce que ça veut dire que Paul n'a jamais existé? Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. Tu n'es pas obligé d'être l'homme d'hier, tu peux être celui d'aujourd'hui. Jean, Paul, ou même personne. Ce qui compte, c'est ce qu'on construit ensemble. Maintenant. Il a souri d'un sourire timide, mais sincère. Alors construisons, à partir d'aujourd'hui. Nous avons commencé une nouvelle routine, différente, étrange, mais belle. Chaque matin, il écrivait une lettre à l'homme qu'il avait été, une sorte de dialogue intime. Et chaque soir, il me lisait un passage. Je me suis mise à peindre de nouveau, mais pas des choses tristes. Je peignais des fenêtres ouvertes, des mains tendues, des chemins brumeux mais éclairés au loin. Nous étions 2 personnes abîmées, mais pas cassées, 2 âmes qui n'avaient plus rien à prouver, sauf qu'elles pouvaient encore s'aimer.
Mais les blessures profondes ne disparaissent jamais vraiment. Un soir, alors que nous regardions un film, il s'est levé brusquement et est sorti dans le jardin. Je l'ai rejoint. Il pleurait. Et si, un jour, je redevenais Jean et que je n'aimais plus la Claire d'aujourd'hui? La question m'a transpercée, parce qu'elle était juste, parce qu'elle me hantait aussi. Je me suis approchée, j'ai posé ma tête contre son épaule. Alors je t'aimerai 2 fois, pour les 2 versions de toi, l'ancien et le nouveau. Et si un jour tu oublies encore, je recommencerai autant de fois qu'il le faudra. Il a sangloté, pas de tristesse, de soulagement. Et cette nuit-là, dans notre chambre, il m'a dit « je t'aime » pour la première fois depuis son retour. Pas comme Jean, pas comme Paul, mais comme un homme nu, fragile, revenu d'un long sommeil. Ce matin-là, j'ouvris les volets de notre chambre avec une douceur rituelle. La lumière printanière se glissa dans la pièce, dessinant des ombres tendres sur les draps. Jean dormait encore. Son visage, apaisé, semblait appartenir à un autre temps. Depuis qu'il m'avait dit « je t'aime », quelque chose en lui s'était libéré ou peut-être était-ce en moi. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que la paix fragile que nous avions construite allait être mise à l'épreuve, une dernière fois. Tout a commencé par une lettre, une simple enveloppe beige. Glissée dans notre boîte aux lettres un mercredi matin, l'expéditeur, le fils d'un ancien collègue de Jean, qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. Je ne reconnaissais pas le nom, mais à l'intérieur, il y avait une photo. Jean, il y a longtemps, dans un atelier d'architecture, sourire franc, des collègues autour de lui, et une femme, blonde, accrochée à son bras. Au verso, une note manuscrite. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Elle s'appelait Hélène. Vous étiez très proches. Elle est décédée en 2016. Elle a toujours dit que vous étiez l'homme de sa vie. Je suis restée debout, figée, comme si on venait de m'enlever l'oxygène. Jean avait eu une autre vie, pendant ces années d'amnésie. Une femme, une histoire, un amour. Et si ce que nous vivions maintenant n'était qu'un mirage construit sur un oubli? Et, quand je lui ai montré la lettre, il est resté silencieux, longtemps. Puis il a dit, d'une voix basse, « Je ne sais pas qui elle est, mais j'ai mal au ventre en regardant son visage, comme un regret enfoui. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. J'ai simplement hoché la tête. Tu as peut-être vécu autre chose, peut-être même que tu as aimé. Jean, je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Mais moi, je suis là depuis le début. » Il s'est approché, a posé ses mains sur mes épaules. « Claire, je ne me souviens que d'une chose avec certitude. C'est ton regard, quand je me suis réveillée à l'hôpital. C'est ça, mon point de départ, mon présent, mon futur, si tu veux encore de moi. Mais moi, au fond, j'avais peur que ce passé perdu revienne comme un torrent, qu'il m'arrache ce qu'il me restait de lui. Ce soir-là, je suis sortie seule. J'ai marché longtemps, sous les réverbères. J'ai pensé à toutes les vies qu'on aurait pu vivre, à toutes les routes qui se croisent sans jamais se rejoindre. Et j'ai compris que même si Jean avait aimé une autre, même s'il avait été un autre, ce n'était pas une trahison, c'était une survie. Il avait été oublié, perdu, ramassé par d'autres mains, protégé par un autre cœur. Et maintenant qu'il était là, devant moi, fragile et présent, je ne pouvais pas lui en vouloir d'avoir vécu, même sans moi. Le lendemain, je lui ai tendu la photo d'Hélène. « Je ne veux pas qu'on efface ton passé, » ai-je dit. « Je veux qu'on l'accueille, tout entier, même ce que je ne comprends pas. » Il a posé la photo sur la table, puis il l'a recouverte de sa main. « C'est toi que j'ai choisi, aujourd'hui, pas parce que je m'en souviens, mais parce que je te sens. » Et là, sans rien dire, il s'est mis à pleurer. Un chagrin profond, ancien, peut-être pour cette femme, peut-être pour les années volées, peut-être pour tout ce qu'il ne saura jamais. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai pleuré avec lui. Pas de jalousie, pas de colère. Juste 2 êtres debout dans un monde qu'ils essaient encore de comprendre. Dans les semaines qui suivirent, nous avons décidé de vendre la maison. Trop de souvenirs, trop d'ombres. Et nous avions besoin d'un nouveau départ. Pas un effacement, non mais une réinvention. Nous avons trouvé un petit appartement près des bords du Rhône. Un endroit lumineux, simple. Une terrasse où faire pousser des fleurs, une cuisine minuscule, mais suffisante pour 2. Nous avons tout recommencé.
comme deux jeunes retraités qui emménagent pour la première fois ensemble. Un jour, en rangeant un carton, Jean m'a montré un nouveau tableau qu'il avait commencé. C'était moi, de dos, en train de peindre. C'est comme ça que je te vois maintenant, a-t-il dit, toujours en train de créer quelque chose, même à partir de rien. J'ai ri. Et toi, tu veux peindre? Il a réfléchi, puis a répondu. Non, moi je veux écrire, raconter cette histoire. Peut-être qu'un jour, quelqu'un la lira et comprendra qu'on peut tout perdre, et quand même aimer encore. Le vent d'automne avait commencé à souffler doucement sur les quais du Rhône. Les feuilles mortes tourbillonnaient autour de nos pas comme si elles voulaient nous retenir encore un peu dans cette parenthèse de douceur. Jean et moi marchions lentement, bras dessus, bras dessous, sans trop parler, plus besoin. Le silence entre nous était devenu un langage, et dans ce silence, il y avait tout ce que nous avions traversé, la perte, la peur, les retrouvailles, et maintenant, la paix. Cela faisait maintenant 6 mois que nous avions quitté l'ancienne maison, 6 mois que nous avions posé nos valises dans ce petit appartement ensoleillé. Et quelque chose en moi s'était enfin relâché. Je ne me réveillais plus avec le cœur serré. Je ne cherchais plus son regard dans les photos du passé. Il était là, à côté de moi, vivant, transformé, oui, mais profondément présent. Et un matin, alors que je préparais le café, Jean m'a tendu un cahier. « C'est fini », m'a-t-il dit. « Qu'est-ce qui est fini ?» Le livre, celui que j'ai écrit. Sur toi, sur moi, sur tout ça. Je l'ai pris entre mes mains. La couverture était simple, un carnet noir à la couverture cartonnée. Mais à l'intérieur, chaque mot était un monde. Il y parlait de son réveil à l'hôpital, de ses premiers doutes, de la confusion douloureuse entre ce qu'il ressentait et ce qu'il ne se souvenait pas. Il parlait de moi avec tendresse, sans idéaliser. Il parlait de la peur d'aimer quelqu'un qu'on ne reconnaît pas, mais qu'on sent dans les os. Et à la dernière page, il avait écrit une phrase toute simple. « Ce n'est pas la mémoire qui fait l'amour, c'est la volonté de rester, même quand tout le reste s'efface. » J'ai fermé le carnet en silence, puis je l'ai pris dans mes bras, longtemps. Quelques semaines plus tard, il m'a demandé « Et si on se mariait une deuxième fois pour ce nous d'aujourd'hui ?» Je l'ai regardé, mi-surprise, mi-soulagée. Il n'y avait pas d'ironie dans sa voix, pas d'effet dramatique, juste cette certitude tranquille qui m'avait manqué pendant toutes ces années. « Tu sais qu'on est déjà mariés ?» ai-je souri. « Non, Claire, eux, c'étaient 2 autres personnes, 2 amants d'un autre monde. Moi, je veux épouser celle qui est restée debout quand tout s'est effondré, celle qui m'a appris à aimer sans me souvenir, celle qui ne m'a jamais demandé d'être parfait, juste présent. Je n'ai pas pu répondre tout de suite, parce que ma gorge s'était nouée. Mais, quand j'ai enfin trouvé les mots, ils étaient simples. Oui, 1000 fois oui. Notre deuxième mariage a eu lieu dans une petite salle de la mairie de Lyon. Rien de spectaculaire, juste nous, 2 témoins, et une fleur dans mes cheveux. Je portais une robe bleu nuit, il portait un veston gris. Quand le maire a dit « Souhaitez-vous prendre pour époux ?» Jean a répondu sans hésiter. Ah, je ne me souviens pas du premier oui, mais je veux que celui-ci soit pour toujours. Je n'ai jamais autant pleuré de joie. Aujourd'hui, Jean n'a toujours pas retrouvé toute sa mémoire, et peut-être qu'il ne la retrouvera jamais. Mais ce n'est plus ce qui compte. Il se lève chaque matin à 6 heures, prépare le café, note 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. Puis il m'embrasse sur le front et me dit « Encore un jour de plus avec toi, c'est un jour gagné. Et moi, je peins des visages qu'on ne reconnaît pas, mais qui respirent l'amour, des paysages flous, pleins de lumière. Je n'ai jamais été aussi inspirée. » La nuit, il m'arrive encore de rêver de Jean tel qu'il était avant, celui de 2015, celui qui a disparu trop tôt. Mais au réveil, je tourne la tête et je vois celui qui est revenu, celui qui a traversé l'oubli pour aimer encore. Et c'est un miracle plus grand encore. Si vous écoutez cette histoire, peut-être avez-vous, vous aussi, connu la perte. Peut-être portez-vous en vous une absence, une question restée sans réponse. Je ne vous dirai pas que le miracle vous attend à chaque coin de rue, non. La vie n'est pas toujours généreuse, mais parfois, elle vous donne une seconde chance, déguisée en chaos. Et si cela vous arrive, je vous en supplie, ouvrez la porte, même si vous avez peur.